Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a d'importants changements en cours, et ils ne sont pas seulement politiques, mais aussi économiques. Aujourd'hui, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis n'est pas la cause de ces changements, mais Trump et ses politiques accélèrent ces transformations majeures que nous observons dans le monde. Un bon exemple de cela est la dédollarisation. Cela fait référence au mouvement de pays du monde entier cherchant des alternatives au dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. La dédollarisation n'a pas commencé avec Trump, c'est une tendance qui remonte à plusieurs décennies. Mais bon nombre des politiques mises en œuvre par Trump, en particulier ses tarifs douaniers et ses sanctions, mais aussi d'autres mesures comme la pression exercée par Trump sur la Banque centrale, la Réserve fédérale, pour réduire les taux d'intérêt et le limogeage de responsables du gouvernement américain, comme le chef du Bureau of Labor Statistics, ainsi que les craintes d'une inflation croissante aux États-Unis. Pris ensemble, ces facteurs ont entraîné une augmentation significative de la dédollarisation. Et au cours des 6 premiers mois du second mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis, le dollar a connu sa plus forte chute depuis 1973, l'année de la grande crise pétrolière de l'OPEP. De janvier à la fin du mois de juin 2025, le dollar américain a chuté de plus de 10% par rapport à un panier d'autres grandes devises internationales. Depuis, il a un peu fluctué, mais la tendance est claire. Les investisseurs du monde entier ont vendu des actifs libellés en dollars américains et recherchent des alternatives. Une des principales raisons de cela, pas la seule mais une raison majeure, est que Trump a menacé d'imposer d'énormes droits de douane aux pays du monde entier à partir du mois d'avril. Et quelques jours après la première annonce de ces droits de douane par Trump, le responsable de la recherche sur les changes à la grande banque allemande Deutsche Bank a publié une note dans laquelle il avertissait, je cite, « Nous assistons à un effondrement simultané du prix de tous les actifs américains, y compris les actions, le dollar face aux autres devises de réserve et le marché obligataire. Nous entrons dans un territoire inconnu pour le système financier mondial. » Fin de citation. Depuis que Trump a annoncé ses droits de douane en avril, il y a eu beaucoup d'incertitudes et une grande volatilité sur les marchés financiers mondiaux. Le dollar a baissé puis légèrement remonté. Le marché boursier américain s'est d'abord effondré, puis a connu une forte reprise. Le marché obligataire américain a également connu beaucoup de volatilité. Mais malgré les fluctuations quotidiennes sur différents marchés, le message à retenir est que de plus en plus de personnes dans le monde, non seulement des gouvernements étrangers, mais aussi des investisseurs étrangers, cherchent des alternatives au dollar américain. Et certains économistes très connus et influents aux États-Unis tirent désormais la sonnette d'alarme et affirment très clairement que nous pourrions rapidement assister à la fin de la domination du dollar américain. L'un de ces économistes américains très inquiets est Barry Eichengreen. Je dois préciser qu'Eichengreen est l'un des économistes les plus traditionnels qui soient. Il est professeur au prestigieux département d'économie de l'Université de Californie à Berkeley et c'est un expert du système du dollar. Il a écrit de nombreux livres sur le système du dollar. C'est pourquoi j'ai été surpris d'apprendre que, lors d'une interview accordée à Bloomberg, Eichengreen a averti que nous pourrions bientôt assister à un déclin rapide de la domination du dollar américain. L'épisode s'intitulait « Pourquoi la fin de la domination du dollar américain est désormais possible ». C'est très important car, encore une fois, nous parlons d'un économiste américain de premier plan qui a publié des dizaines d'articles de recherche, notamment pour le Fonds monétaire international. Le FMI, dominé par les États-Unis, est basé à Washington, D.C. Il est aussi traditionnel qu'on puisse l'être. En 2022, Eichengreen a été le co-auteur d'un rapport intitulé « L'érosion furtive de la domination du dollar ». Cet article de recherche s'est penché sur la composition en devises des réserves de change des banques centrales du monde entier et a constaté que, sur environ 2 décennies, de 2000 à 2021, la part des actifs en dollars américains dans les réserves de change est passée de 70% à un peu moins de 60% en 20 ans. Et depuis la publication de ce rapport, la part du dollar américain dans les réserves de change mondiales n'a fait que continuer à baisser. Début 2025, elle était inférieure à 58%, et il ne s'agit là que des données officielles.
Il existe des preuves suggérant que certaines banques centrales détiennent officieusement d'autres réserves, car elles craignent les sanctions occidentales et que les gouvernements occidentaux gèlent et saisissent leurs réserves de change, comme cela a été fait avec la Russie, le Venezuela et l'Iran. Ainsi, la part réelle des actifs en dollars américains dans les réserves de change mondiales est probablement encore plus basse et diminue chaque année. En mars 2025, Aishan Green a publié un long article dans le Financial Times abordant les risques bien réels liés à la fin de la domination du dollar américain. Aishan Green s'est penché sur des données très importantes qui devraient sérieusement interpeller au sujet du système du dollar. Par exemple, il a souligné que le système du dollar a été en grande partie conçu après la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, lorsque le dollar américain a officiellement été désigné comme monnaie de réserve mondiale et que le dollar a été indexé sur l'or, tandis que les autres monnaies étaient rattachées au dollar à des taux de change fixes. Eh bien, à cette époque, à la fin des années 40 jusqu'en 1950, l'économie américaine représentait environ 25% du PIB mondial mesuré en parité de pouvoir d'achat. Cependant, depuis lors, la part des États-Unis dans l'économie mondiale a chuté de façon drastique et elle est aujourd'hui inférieure à 15%. De plus, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis représentaient environ 25% de toutes les exportations mondiales. À cette époque, les États-Unis étaient une superpuissance manufacturière. Mais l'économie américaine s'est désindustrialisée et financiarisée, et depuis les années 2010, les États-Unis représentent moins de 10% des exportations mondiales de biens. Il ne s'agit pas des services, mais bien des exportations de biens. Cependant, à mesure que l'économie américaine s'est désindustrialisée et financiarisée, le système du dollar est devenu plus important pour attirer les investisseurs étrangers et gonfler d'énormes bulles sur les marchés financiers américains. Ainsi, même si aujourd'hui les États-Unis représentent moins de 15% du PIB mondial en PPA, le marché boursier américain représente plus de 60% de la capitalisation boursière totale de tous les marchés boursiers du monde. Et il y a eu une baisse après la crise financière de 2008, mais les États-Unis ont simplement regonflé cette énorme bulle financière. C'est totalement disproportionné par rapport à la part des États-Unis dans l'économie mondiale. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque les États-Unis ont conçu le système du dollar à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient la principale économie du monde, la plus grande économie, la plus grande puissance manufacturière. Mais la situation a radicalement changé et on assiste désormais à l'émergence d'autres grandes économies, en particulier la Chine, qui est aujourd'hui la plus grande économie du monde. C'est le cas depuis 2016 si l'on mesure le PIB de la Chine en parité de pouvoir d'achat. Et la part de la Chine dans l'économie mondiale augmente d'année en année, tandis que la part des États-Unis diminue. De plus, la Chine est devenue la superpuissance manufacturière mondiale, représentant environ un tiers de la valeur ajoutée manufacturière mondiale, alors que la part des États-Unis dans la production manufacturière mondiale diminue de façon structurelle et sur le long terme. Ainsi, à mesure que la puissance économique des États-Unis décline et que leur puissance politique diminue également, il est tout à fait naturel que de plus en plus de pays cherchent des alternatives au dollar américain. Mais les défenseurs du système du dollar soutiennent qu'il n'existe aucune alternative réaliste à la domination du dollar américain. Ils répètent sans cesse que le dollar est la chemise sale la plus propre de la lessive. C'est leur principal argument. Ils affirment qu'il n'existe pas d'autres marchés de capitaux aussi vastes, profonds et liquides que ceux des États-Unis. Il n'y a pas d'alternative. Mais dans un autre article de recherche publié au FMI, ce grand économiste américain, Barry Eichengreen, a souligné qu'il existe des alternatives, et l'une des plus importantes est l'or. Les recherches d'Eichengreen montrent qu'il y a eu une forte augmentation des réserves officielles d'or détenues par les banques centrales à travers le monde. Et cette tendance a commencé en 2009, ce qui, à mon avis, n'est pas une coïncidence. Cela a été en grande partie une réponse à la crise financière qui a commencé à Wall Street, dans le secteur financier américain, puis s'est propagée à d'autres pays. Et d'ailleurs, 2009 a également été l'année de la création des BRICS,
Et depuis, les BRICS se sont énormément développés. L'organisation dirigée par le Sud global compte désormais 10 membres et 10 pays partenaires, soit un total de 20 pays, qui représentent ensemble 44% du PIB mondial mesuré en parité de pouvoir d'achat et plus de la moitié de la population mondiale, soit 56% de la population globale. Et si vous regardez les recherches de cet économiste américain reconnu, Barry Eichengreen, et son article sur les banques centrales étrangères qui achètent énormément d'or, vous verrez que beaucoup de ces banques centrales étrangères appartiennent ou sont proches des BRICS. Parmi les plus grands acheteurs d'or de ces 20 dernières années figurent la Russie, la Chine et l'Inde, qui sont des membres fondateurs des BRICS. D'autres grands acheteurs ont été l'Ouzbékistan et la Thaïlande, qui sont désormais des pays partenaires des BRICS, ainsi que la Turquie et l'Arabie saoudite, qui ont été invités à rejoindre les BRICS, bien qu'elles n'aient pas encore donné de réponse, car ces pays aiment jouer l'Occident et l'Orient l'un contre l'autre pour servir leurs propres intérêts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si l'on regarde les 10 plus grands acheteurs d'or de ces 20 dernières années, la grande majorité d'entre eux sont des pays des BRICS et ils sont en train de se dédollariser. Ce n'est pas simplement une hypothèse sur ce qu'ils pourraient faire à l'avenir. Ils se dédollarisent activement depuis des années. Et il faut bien souligner que cela n'a pas commencé avec Donald Trump, mais que les attaques et les tarifs imposés par Trump ont accéléré le processus de dédollarisation. Et dans ce document de recherche du FMI, Eichengreen et ses collègues ont relevé 2 principales raisons pour lesquelles les banques centrales étrangères achètent énormément d'or. Premièrement, l'or attire les gestionnaires de réserves des banques centrales comme valeur refuge en période de volatilité économique, financière et géopolitique. Et, waouh! Sous le second mandat de Donald Trump, nous avons connu une période de grande volatilité sur les plans économiques, financiers et géopolitiques. C'est donc l'une des principales raisons, l'autre raison principale pour laquelle les banques centrales accumulent de l'or est, comme le souligne ce document de recherche, l'imposition de sanctions financières par les États-Unis, l'Europe et le Japon, c'est-à-dire par l'Occident collectif, ce qui a poussé les banques centrales à rechercher l'or, car il est beaucoup plus difficile pour les pays occidentaux de saisir leur or, comme ils l'ont fait avec les banques centrales russes en 2022. Les États-Unis et l'Europe ont gelé plus de 300 milliards de dollars d'actifs libellés en dollars et en euros. C'est assez facile pour la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne de faire cela. Il est difficile pour des gouvernements étrangers de saisir les réserves d'or de la Russie, à moins que la Russie ne conserve ses réserves d'or dans une autre banque centrale. Par exemple, le Venezuela possédait des milliards de dollars d'or appartenant à la Banque centrale du Venezuela, qui était physiquement détenue à la Banque d'Angleterre, et le gouvernement britannique a volé cet or au Venezuela et refuse de le rendre. Cela s'est produit lors de la tentative de coup d'État au Venezuela, menée par la première administration Trump en 2019. Et même si cette tentative de coup d'État a clairement échoué, la Banque d'Angleterre refuse de rendre cet or au Venezuela. Et nous savons tous que les gouvernements occidentaux ne rendront pas les 300 milliards de dollars d'actifs qu'ils ont gelés, entre guillemets, à la Russie. Ils ne les ont pas simplement gelés, ils les ont saisis. Ils les ont volés. Cela a donc été un véritable électrochoc pour les banques centrales du monde entier. Elles ont vu que les gouvernements occidentaux, de véritables pirates occidentaux, ont volé les réserves des banques centrales d'Iran, du Venezuela, de l'Afghanistan, puis ils se sont attaqués à la Russie. Et beaucoup de pays se sont dit « Waouh, s'ils peuvent prendre les réserves de la Russie, ils pourraient tout aussi facilement prendre nos réserves. » Ainsi, de plus en plus de pays, en particulier ceux des BRICS ou intéressés par les BRICS, des pays du Sud global, se tournent massivement vers l'or comme alternative au dollar américain.